Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on va parler des Graals d'Or 2021. Mais déjà les Graals d'Or, qu'est-ce que c'est? C'est un prix décerné par le groupement azuréen des associations ludiques. Ce prix récompense les jeux de rôle lors du Festival international du jeu à Cannes. Et nous en sommes déjà à la 3e édition. Bien évidemment, cette année, il n'y a pas eu de Festival du jeu à Cannes, donc la cérémonie s'est faite en ligne sur le site du Graal, dont je vous mets le lien dans la description. Mais pourquoi je vous parle de ce prix en particulier? Déjà parce qu'il se trouve que lors de cette édition, j'ai été juré pour les Graals d'Or. Donc, pour une fois, je sais un petit peu de quoi je parle. Il existe 3 catégories pour les Graals d'Or: les jeux français, les jeux internationaux et les rééditions. Dans chacune de ces catégories, on va élire le meilleur sorti cette année. Et afin de mieux comprendre ce choix, voici les critères de notation que l'on nous a demandé de suivre en tant que jury. L'originalité de l'univers. Est-ce que le monde est unique? Est-ce que le jeu sort du lot? Qu'est-ce qui fait vraiment son originalité? Son système de jeu et les règles. Forcément, c'est une part importante de tout jeu de rôle, car dans jeu de rôle, il y a jeu. Il faut donc que ces règles soient claires et soient utiles pour le jeu. Le confort de lecture, c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu et qui est pourtant intéressant. Parce que là, on va vraiment s'intéresser au fait, est-ce que le livre est bien écrit? Est-ce qu'il est accessible pour des gens qui voudraient découvrir le jeu de rôle et donc qui n'ont pas forcément une connaissance approfondie de ce type de jeu? D'ailleurs, un des autres critères de notation va être les outils de prise en main. Est-ce qu'on a un bestiaire? Est-ce qu'on a des cartes? Bref, est-ce que l'on a tous ces petits à côté en dehors du système de règles et de jeu en lui-même pour vraiment faciliter la vie des maîtres de jeu? Finalement, dernier point mis en avant, les illustrations. Est-ce que le jeu est beau? Chaque juré a noté chacune de ces catégories sur 10 afin d'avoir une moyenne et de savoir quel va être le jeu nominé pour cette année. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé de cette expérience en tant que juré au Graal d'Or? Déjà, les Graals d'Or ne va pas forcément récompenser le meilleur jeu, que ce soit en termes de règles ou d'univers, car ces deux éléments ne représentent qu'une partie de la note. Au final, ce qu'on va récompenser, c'est un bon ouvrage. Le produit doit être bien de A à Z. Les règles doivent être claires, le système de jeu original, il doit être beau, facile à prendre en main et à utiliser. Et c'est peut-être en ça que les Graals d'Or se différencient d'autres récompenses. Parce que, à mon sens, c'est vraiment une récompense qui est là pour guider les joueurs qui vont être débutants, les maîtres de jeu qui vont être débutants et qui cherchent un jeu de qualité à avoir entre les mains. Donc ça ne sera peut-être pas le plus grand jeu de tous les temps, ça ne sera peut-être pas le meilleur système du monde, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que dans les mains, vous aurez un beau produit fini, terminé, complet et utilisable. À présent, je rejoins mon panel d'experts pour discuter des lauréats de cette année. Donc voilà, comme l'an dernier, on va faire un petit crochet sur les Graals d'Or. L'an dernier, on avait fait un crochet sur le Festival international du jeu, mais cette année, il a été annulé. Donc, c'est pas grave, on va se consoler avec les Graals d'Or. Et donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédemment, j'ai été membre du jury, mais je n'ai pas été le seul ici, car nous avions également Monsieur Filou qui a été juré pour la partie francophone. Donc, on va commencer tout de suite, on va parler des jeux, on va parler de ceux qui ont été des finalistes et de ce que nous on en a pensé. Est-ce qu'on aurait peut-être vu quelqu'un d'autre à la place? De quoi parlent ces jeux? Bref, on va discuter des gagnants principalement. Terre d'une race extraterrestre, et donc à présent la majorité de l'espace est sous régime soviétique. Donc voilà, on va jouer des communistes dans l'espace. Donc c'est poussé à l'extrême dans l'absurde. Tout est très 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 bancal. On est dans un système qui est entièrement dépendant d'une administration qui fonctionne mal, au minimum. Et on va pouvoir jouer des aventures dans ce monde, dans ce petit monde spatial à base de briques et de broc. Donc on y retrouve énormément de parodies, que ce soit de tout ce qui va être l'ASF comme Star Trek et des choses comme ça. Nous pouvons notamment noter les Vulgains, donc qui sont une race qui ne peut s'exprimer qu'en faisant des vulgarités, qui pourront faire penser à des Vulcains, mais presque pareil. Donc
Voilà, on est vraiment dans un jeu qui se veut une grosse référence à tous les fans de SF. On se veut dans un jeu qui se veut drôle, décomplexé et déni de sérieux. Et donc on est dans un jeu original, on est dans Star Marks. Messieurs, que pensez-vous de Star Marks? Bon bah je vais commencer vu que j'y ai pas joué. Je trouve le speech très drôle, très intéressant. J'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. ça va être ça va être assez rapide. C'est un bon début. Voilà. Alors pour ma part, j'en ai fait une partie en tant que joueur. Le jeu est intéressant. Après, c'est pas forcément le. Alors évidemment, c'est un jeu qui se veut très parodique et très porté sur l'humour. Alors sur de l'humour de la satire, évidemment de la satire politique, hein, de la satire du communisme, mais pas que, bien évidemment. Voilà. Goldorak. Voilà. Après, il y a par-dessus ça, il y a une surcouche d'humour un peu, enfin, que je trouve un peu plus premier degré et dont je suis un peu moins friand. Je sais plus, je sais plus exactement, mais il y a un bouquin de background qui est sorti avant le jeu en tant que tel. Et je trouve ça intéressant de mettre en avant plus un univers qu'un jeu. D'autant qu'il est plutôt bien travaillé avec des satires, des satires d'énormément de choses qui vont parfois assez loin. Je trouve que le postulat est intéressant. Tout à fait. Donc ouais, pour ma part, c'est aussi un jeu que j'ai apprécié. Je rejoins Monsieur Filou en disant que des fois c'est vraiment de l'humour pour l'humour de façon totalement gratuite et que ça sert pas forcément le propos. Je me dis que c'est un jeu qui va pas forcément non plus plaire aux plus jeunes parce que le communisme, tout ça, c'est pas forcément des notions qui parlent à tout le monde et surtout moins maintenant, je pense, que ça n'a pu l'être. Mais ça reste quand même un jeu que j'ai particulièrement apprécié, où j'ai passé des bons moments et qui a le mérite d'être un jeu que j'ai trouvé sympa alors que c'est de la science-fiction et que c'est vraiment pas quelque chose qui me parle de base. Après, je trouve que c'est un bon jeu apéro, au sens où c'est bien pour faire des one-shots, mais je le verrai pas en campagne, par exemple. Je sais même pas si le jeu est vraiment prévu pour faire de la campagne. Après, il y a beaucoup de choses très, très fun ou qui peuvent marcher instantanément, comme dans les races extraterrestres, il y en a une, c'est des gâteaux vivants. Donc c'est rigolo, tu peux faire plein de conneries avec, mais ça reste un peu limitatif sur le long terme, je pense. Du coup, on va passer un petit peu en revue les 5 catégories et dire un peu ce qu'on en pense et ce qu'on en pense du bien et du mal. Donc, est-ce que vous trouvez déjà, première catégorie, l'originalité de l'univers? C'est un univers qui pioche dans pas mal de références, donc pas mal à Star Trek, un petit peu à Star Wars, etc. Et je trouve que la manière dont il se les réapproprie est intéressante. Enfin, on voit de toute façon que c'est clairement fait par des gens qui sont passionnés de pop culture, parce que Ouais, clairement. il y a des références partout dans tous les sens. C'est un peu le gros truc sur Star Max, hein. Je pense que oui, c'est son univers, son originalité, c'est ce qui fait le jeu au final, hein. Autant des jeux qui sont des parodies de genre, y compris des parodies du space opéra, il y en a. Il y a déjà des jeux qui abordent frontalement dans leur titre même le thème de la satire politique. Il n'y en a pas tant que ça. On C'est peut vrai. un peu en retrouver dans du INS et encore. Mais en général, c'est pas
c'est pas un domaine dans lequel les jeux mettent les pieds, ou en tout cas pas de manière aussi Rentre dedans. assumée. Oui, exactement. Non, c'est vrai que tu soulèves un point qui est quand même non négligeable. C'est un jeu de satire politique et c'est vrai que la- l- c'est rare qu'on parle de vraie politique pure et dure dans des jeux de rôle. On parle de politique interne, de choses comme ça, de politique de clan et autres, mais de vraie politique, même là, comme ça, à froid de tête, j'en vois pas d'autres. Un Paranoïa. esprit Il y a un sous-texte extrêmement politique, il y a un ça. Il y a, Bah, il y a en- un sous-texte politique. Après, c'est pas explicite dans Après, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas. Enfin, c'est plus on va dire, c'est plus satirique, utopique, général que la satire d'un mouvement politique en particulier, parce que là, dans Star Marks, tous les mouvements en prennent pour leur grade. Hein. Ouais, c'est vrai. Si je dis vampire, Vampire, je on me est fais dans. taper sur les doigts. Non, Vampire, c'est de la politique interne. Hein. Ouais, c'est de la politique interne. On parle pas vraiment de politique D'accord, ok. au niveau d'un pays, quoi. Que la vraie politique avec des camps, voilà. Là c'est pas qu'une parodie du communisme, c'est également une parodie du capitalisme, du socialisme, enfin de tous les mouvements sont affectés parce qu'ils vont se parler d'autres planètes justement qui sont dissidentes et qui essayent de suivre d'autres régimes politiques et en quoi c'est mal, etc. Dans le cadre du jeu. Donc le jeu aussi t'encourage à la délation et ce genre de choses. Mais donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est suffisamment rare et original pour être noté. Donc je te remercie Monsieur Philou de l'avoir souligné. Deuxième point, le système de jeu et ses règles. C'est un système de jeu qui est plutôt basique, ça marche à base de D6. Il y a quand même un fait qui est assez amusant. Donc on a 5 types de personnages. On va voir les fossiles, les marteaux et les étoiles, selon si on est plus physique, intellectuel ou charismatique. Et donc chacune de ces sous-classes de personnages vont avoir des stats totalement différentes et surtout vont avoir des noms de compétences très imagés, mais pas forcément très clairs lorsqu'on va avoir la fiche de perso entre les mains. Donc je pense notamment au jet de Bolchoy, pour qui va être tout ce qui va être la danse, etc. Des jets de Spoutnik et des jets de KGB et autres. Ce qui a un petit peu pour but de mimiquer tout ce côté. On sait pas trop comment ça marche, mais ça marche. Et voilà. Mais donc voilà. Et du coup, est-ce que le jeu de Spoutnik est une référence à l'Ephizard? Non, parce que je crois qu'ils ont sorti le jeu avant, même je sais qu'ils ont sorti le jeu avant, mais non, et dans la Fizard on fait des jets de satellites, ce qui n'est pas très loin, mais non. Prochainement un live de la Fizard, on y arrivera. Pourquoi il n'est pas dans les Graldor d'ailleurs? Parce qu'il n'est. Parce qu'il est sorti. Parce qu'il est trop tard. sorti, il est sorti trop tard, tout à fait. Je pense qu'on va il suffit juste qu'on le fasse éditer, on pourra le proposer pour l'an prochain. Alors, impeccable. À voir, faudrait peut-être leur souffler dans l'oreille un Graldor du jeu gratuit dispo en ligne uniquement ou un truc comme ça. Surtout qu'Adrien a l'air assez chaud sur tout ce qui est jeu gratuit. Un Graldor du jeu gratuit ou du format numérique. D'autant que si, comme tu dis, les Graldor ont une vocation d'initiation, enfin de présenter des jeux pour l'initiation, présenter des jeux gratuits, ça peut être intéressant dans cette optique-là. Tout à fait. Écoute, je pense que on pourra leur proposer. Comme on dit par chez nous, on a nos entrées. Étape suivante, note suivante, le confort de lecture. Du coup, je suppose que tout le monde ne l'a pas lu ici. Je m'abstiens. Alors, confort de lecture, pour moi, il y a le bas blesse de ce côté-là. Le livre, j'ai envie de dire, a été pensé un peu comme un jeu vidéo. On a un petit bout de l'histoire du jeu. Ensuite, on a un scénario qui va servir d'initiation et de compréhension au système. Sauf qu'au lieu d'avoir expliqué les règles de façon classique, c'est expliqué au travers du scénario. Donc,
on va dire que c'est sûrement une volonté, un essai de faire quelque chose, mais j'ai pas spécialement apprécié la démarche d'être obligé de lire un scénario pour savoir comment résoudre la situation du scénario. J'aurais préféré un système de règles un petit peu plus basique, voire un système de règles avant et le scénario, pareil, un petit peu plus détaillé après. Et voilà. Je crois aussi qu'il me semble pas qu'il y ait des index et des choses comme ça. Donc c'est pas folichon, pour moi en tout cas, côté confort de lecture. Outil de prise en main, donc on a plusieurs scénarios, on est bien. On a tout ce qu'il faut. Et finalement, on a les illustrations. C'est un jeu qui est beau. C'est un jeu dont l'auteur fait également les illustrations, qui nous a fait des super jolies dédicaces. Exactement. On va profiter pour se péter un peu quand même. Voilà. Non, c'est un jeu qui est... C'est un jeu qui est beau, clairement. Il est entièrement en couleur. De ce côté-ci, vraiment pas à se plaindre. Et donc nos autres lauréats, on a les apprentis sorciers et GQD, donc les concurrents directs. Qu'est-ce que vous pensez de GQD et des apprentis sorciers? Est-ce que d'après vous, ils auraient mérité peut-être le prix à la place? Tout le monde connaît l'amour que je porte à GQD déjà. Tout le monde connaît l'amour que je porte aux apprentis sorciers. Oui, voilà. J'ai un vrai coup de cœur pour les apprentis sorciers. Pour moi, j'aurais mis les apprentis sorciers en pole position de ce top pour ce prix, même si Star Marks a largement mérité sa place sur le podium. Mais après, aussi, c'est vraiment ce côté avoir vu les apprentis sorciers grandir au fur et à mesure des conventions, qui fait que je pense que moi et Pierre, on a un attachement particulier à ce jeu-là. J'ai envie de dire, on a fait les premières parties au Fige en 2017, je crois. Si ma mémoire est bonne. Et même 2016. Et était le premier à avoir eu un écran des apprentis sorciers. Ouais, j'avais fait Avant même les auteurs. Avant même les auteurs. J'avais bon, pas volé, mais bon, les auteurs m'avaient filé leur premier kit de démo de l'époque, que j'ai maîtrisé un nombre beaucoup trop grand de fois à mon club. Je pense que pratiquement les 2/3 du club ont dû faire au moins une partie des apprentis sorciers à cause ou grâce à moi. Ça, c'est à eux de le décider. Mais ouais, on a, je pense, une certaine connexion avec les apprentis sorciers. Et automatiquement, j'ai pas lu Star Marks, donc je ne peux pas le juger. Mais pour avoir lu et maîtrisé les apprentis sorciers GQD, j'aurais vraiment aimé voir les apprentis sorciers remporter ce prix. Voilà. Mais étant donné que je n'ai pas lu Star Marks, je ne peux pas honnêtement dire que les apprentis sorciers est meilleur que Star Marks. Mais en tout cas, jouer aux apprentis sorciers, c'est bien. Non, les apprentis sorciers, clairement, valent leur point en originalité de l'univers, en système de jeu. Système de jeu, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il a été nommé meilleur système de jeu dans le top des tops de l'an dernier. Par contre, là où vraiment... J'ajouterais aussi, ils valent leur point au niveau des illustrations qui sont absolument magnifiques. Ah oui, mais il y en a très peu dans le livre. Coupez-moi les mains, je ne suis même pas digne de toucher au bouquin. Mais pour moi, je pense que là, ce qui lui a fait perdre le prix pour l'occasion, niveau confort de lecture, c'est un peu fouillis. Niveau illustration, là, il y a des soucis de maquette dont ils sont parfaitement au courant. On en avait parlé lors de l'interview. Donc voilà, en fait, si ça aurait été que sur les règles et l'univers, il n'y a aucun doute, je pense qu'ils auraient remporté le prix. Mais malheureusement, le livre pêche un peu comparé à son potentiel au jeu en lui-même. Et je pense que c'est ça qui lui a porté défaut. Je suis également plutôt adepte des apprentis sorciers. Ce que je remarque, c'est que les 3 jeux finalistes sont 3 jeux qui ont une certaine dimension humoristique,
Les apprentis sorciers se veut avoir un humour basé sur l'absurde d'une magie surpuissante qui échappe un peu à ceux qui veulent la domestiquer. Gobelin qui s'en dédie est très clairement une parodie d'Heroic Fantasy vue sous l'angle des sbires, des créatures maléfiques. Et Star Marks, donc on a parlé, c'est une satire politique ainsi qu'une parodie de space opéra. Cela étant, je trouve que Les Apprentis Sorciers est celui des 3 jeux qui parvient le plus à ne pas rester juste sur cette note d'intention, mais à proposer quelque chose de plus profond et de plus à proposer un jeu et pas uniquement une parodie ou voilà, à s'extirper en fait de ce À offrir une vraie originalité peut-être. Oui. D'autant que les apprentis sorciers, au niveau de son système de jeu, au niveau de son gameplay, il sous-tend le concept même du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là. Donc je pense que pour les ateliers jeux de rôle, hein, le coup de cœur de notre panel d'experts restera les apprentis sorciers. Et voilà. Même si Star Marks c'est très cool. Même si Star Marks est très cool et a amplement mérité son prix. Eh bien, on va enchaîner sur la catégorie création internationale. Hein, donc la catégorie qui va récompenser les nouveautés avec quelques petits guillemets écrits dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc nous avons Shadowrun Anarchy, donc, qui est une version de Shadowrun avec un système de jeu qui est jouable. Ça tire à balles réelles. Nous avons Trudvang Chronicles, qui est fabuleux. Aucun parti pris. Et finalement, nous avons The Strange. Et c'est ce dernier qui l'a emporté. Du coup, je vais laisser un de mes experts vous le présenter. Et pour cela, je vais faire appel à Monsieur Philou. Eh bien, allons-y pour The Strange. Changer d'être, explorer les récursions, sauver la Terre. The Strange est un jeu de rôle de Bruce R. Cordell et Monte Cook, édité originalement dans la langue de Tolkien par la société Monte Cook Games en 2014. Les 2 auteurs avaient travaillé sur Donjons et Dragons. Monte Cook est même l'un des artisans majeurs de la 3e édition. Par ailleurs, il est l'auteur de Numenera, également publié par Monte Cook Games, et dont The Strange reprend la mécanique, le système Cypher. La traduction française, elle, est l'œuvre de Guillaume Arbaret et Philippe Tessier. Elle est éditée par Black Book Edition et disponible depuis octobre 2019. Alors, de quoi ça parle ? The Strange désigne, je cite, un réseau d'énergie sombre, une dimension chaotique qui se superpose à notre univers physique. Sous l'influence de notre imagination peuvent y apparaître, spontanément ou intentionnellement, des récursions, des mondes de poche ayant chacun ses propres règles, ses propres axiomes, lesquels peuvent être très différents de ceux de notre réalité. On peut ainsi y trouver des mondes ensorcelés, tels qu'Ardain, des mondes façonnés par la biotechnologie, tels que Ruk, ou tout autre monde pouvant contenir n'importe quelle création issue du cerveau fécond, parfois trop, des humains, qu'il s'agisse d'horreurs indicibles ou de poneys magiques. Les personnages, donc les PJ, quant à eux, sont des éveillés. Ils ont la capacité de se translater dans les récursions
c'est-à-dire d'y envoyer leur esprit dans un corps adapté aux axiomes de la récursion visitée, pouvant être d'une autre espèce ou avoir des pouvoirs particuliers lorsque la récursion s'y prête. Le jeu se veut basé sur l'exploration de ces mondes, d'autant plus étranges qu'ils nous sont paradoxalement familiers, sans oublier les enjeux épiques, car cette dimension chaotique abrite, et vous n'en serez pas surpris, des entités envieuses de notre réalité concrète et désireuses d'en faire leurs 4 heures. Donc voilà, on joue des explorateurs qui vont voir qu'est-ce qui se passe dans un truc très très bizarre. Et on arrive dans une espèce de melting pot de tout ce que notre MJ facétieux ou maléfique nous a concocté. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de The Strange et est-ce que c'est un jeu qui vous titille l'imagination ? Je suis toujours friand d'expérience, mais je suis pas pour autant particulièrement hypé par le jeu. Bien moins que par Star Marks en tout cas. Du coup, The Strange. The Strange, Le bizarre. L'étrange. le bizarre. Ben, c'est un jeu que je n'ai pas lu, que je ne connaissais pas avant cette émission. Et au niveau de la présentation, ça m'a un petit peu fait penser à Torg et à Mage. Je sais pas ce que vous en Alors, pensez. moi, vous je qui avez trouve que pu ça lire. ressemble beaucoup à Mega. Dans Oui, le c'est vrai que sens, c'est un il y a petit un vrai aussi. côté exploration, il y a une et un côté de tu sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est vrai que Torg, c'est pas un univers dans lequel je suis familier. Mage, je dirais pas forcément. On n'est pas exactement Ça me dans fait ce penser à Mage, mais uniquement l'aspect exploration de l'Umbra. Donc, mais enfin ouais, pour moi c'est un jeu avec une vraie richesse, une vraie profondeur. Lorsqu'on le creuse un tout petit peu, voilà, il y a quelque chose. Mais du coup, je le testerai bien avec une certaine curiosité. D'autant que tu as parlé de poney magique. Et forcément, je suis vendu. Alors, je ne suis pas sûr que les mots poney et magique se trouvent tels quels dans le livre. C'est essentiellement une extrapolation de ma part. Pour ma part, je ne connaissais pas le jeu avant de m'atteler à cette présentation, donc je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et cette notion de monde parallèle, de réalité différente avec des règles différentes, est une notion que j'aime bien, alors, qui effectivement fait penser à Torg. Alors, on pourrait dire que c'est un Torg inversé dans le sens que ce ne sont pas des réalités qui tentent de s'imposer à nous, mais nous qui créons des réalités et allons les explorer. C'est un grotte, du coup. Un C'est Torg inversé. c'est peut-être un grotte, oui, tout à Je suis fait. désolé. Voilà. Il ne s'appelle pas grotte, mais voilà. Effectivement, il y a un parallèle qui peut être fait avec Mega. En particulier dans le jeu, il y a les personnages sont à la base des humains de la Terre contemporaine. D'une manière générale, l'existence de l'étrange, donc de cette dimension chaotique, n'est pas connue. Et les humains font partie d'une sorte d'organisation secrète appelée le Domaine, qui essaie d'en savoir plus sur l'étrange, d'explorer ces mondes et de protéger la Terre contre ceux qui pourraient la menacer là-dedans. Et effectivement, plus que dans Torg où il y avait des mondes qui sont vraiment bien définis à la base dans le jeu et où on ne peut pas se rendre dans n'importe quelle réalité issue de l'esprit fécond du MJ. Là, effectivement, on est plus comme dans Mega où n'importe quelle bizarrerie peut
n'importe quel monde avec n'importe quel axiome, un peu à la façon d'Ambre, j'espère ne pas dire trop de bêtises, mais un peu à la façon d'Ambre, peut être créé par le MJ, voire par les joueurs, et peut servir de terrain d'exploration. Du coup, est-ce que vous pensez que l'univers est suffisamment original pour l'emporter sur ses concurrents? Alors du coup, histoire de vendre un petit peu ses concurrents aussi, ce qui peut aider. Donc nous avons Shadowrun Anarchy qui se passe dans l'univers de Shadowrun. C'est-à-dire nous sommes dans de l'heroic fantasy futuriste. Donc on va jouer des orques, des trolls, etc. Dans un monde cyberpunk où ils vont devoir remplir des missions et gagner de l'argent. À la dure, parce que bon, à un moment, faut arrêter de déconner, la technologie, faut bien qu'elle avance, même si on est dans un endroit peuplé de trolls et d'orques et d'autres créatures fantastiques. Peut-on considérer l'univers de Shadowrun comme original? Alors ça, justement, j'ai mis un doute raisonnable sur la question. Voilà. Alors, en soi, oui, mais du coup, est-ce que le Shadowrun Anarchy est original? Je dirais que maybe. Et donc nous avons Trudvang, lui qui est un jeu de fantasy qui vous propose de jouer des sagas, des légendes et des mythes très inspirés de la mythologie celtique, nordique. Et donc dans un endroit où des terres sauvages, de la nature qui est bien supérieure à tout ce qui va être société humaine, etc. Donc on vit vraiment des aventures et des contes dans des forêts sombres, peuplées de trolls, de tribus sauvages, de choses comme ça. Donc un mix, une espèce de conte pour enfants vikings. Voilà. C'est cool les contes pour enfants vikings. Je sais. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'univers de Strange comparé à ses concurrents? Moi, ça m'a l'air assez intéressant. Après, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on peut déjà retrouver dans certains jeux de rôle. Donc, comme notamment Mega qui a été cité, comme Alors après, du coup, je dirais que contrairement à Mega, même si ça y fait pas mal penser, Strange a cet avantage de pouvoir partir vraiment totalement à l'écart des sentiers battus. Si on a envie de faire un monde de poissons guimauves qui nagent dans du magma, on peut, il n'y a pas de problème, c'est envisageable. Du coup, tu peux faire ça en mage aussi. Il y a une espèce de côté très très ouvert, très très jouable mais qui reste jouable. Voilà. Alors que Mega, on est quand même plus dans l'exploration de monde, mais on reste sur une physique qui reste la même, tandis que là, on peut partir plus loin. En tout cas, moi, ça m'évoque au niveau de l'univers plusieurs choses, mais je demande quand même à voir, parce que malheureusement, je n'ai pas lu le bouquin ni fait de partie, donc je reste quand même assez curieux par rapport à ce jeu-là. Si on prend juste la note d'intention, la description en une phrase du jeu, les 3 descriptions des 3 jeux m'intéressent. Ce sont 3 jeux qui sont très différents. Les 3 descriptions m'intéressent. En ce qui concerne Trudvang Chronicle, c'est un jeu qui me donne envie, mais qui reste dans une certaine zone de confort, parce que même si celui-ci est vraiment très orienté sur la mythologie nordique, mais la mythologie nordique irrigue quand même une bonne portion de notre imaginaire en matière d'heroic fantasy, et je pense que si je joue à Trudvang Chronicle, je vais m'amuser, mais je vais m'amuser pour un peu les mêmes raisons que si je joue à un autre jeu genre Donjons et Dragons ou l'Anneau Unique ou ce genre de choses. The Strange m'interpelle, me fait peut-être un peu plus douter que Trudvang Chronicle, mais d'un autre côté, sort
un peu de cette zone de confort. Hein, en termes de prise de risque, le côté le côté malléable et fourre-tout, mais organisé de manière à ce qu'il y ait une certaine cohérence, c'est quelque chose qui est pas facile à réaliser. Il y a des jeux qui le font plus ou moins bien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pas facile à réaliser et qui n'est pas si courant que ça. Et donc c'est un je voilà, si j'ai envie de découvrir, de sortir de ma zone de confort, c'est plutôt vers ce jeu-là que j'ai envie de me tourner. Bon après, Shadowrun, Anarchy, je pense que tout le monde connaît mon grand amour pour Shadowrun et pour le fait que l'univers en lui-même est vraiment très bon et très original. La portion jouable de l'univers, elle, est extrêmement réduite, frustrante et peu intéressante, moins de mon point de vue. Non, c'est vrai que là, encore une fois, je pense que tu mets le doigt sur un truc. The Strange offre une vraie proposition très originale. Là où Trudvang, au final, on s'y retrouve sur. On est dans quelque chose de beaucoup plus classique, même si c'est extrêmement bien traité. Pour parler rapidement du reste des catégories notées, niveau système de jeu, il me semble que du coup Shadowrun Anarchy est très bien ficelé. Trudvang est un petit peu lourd en soi, c'est ce qu'on pourrait s'attendre sur un gros jeu d'Heroic Fantasy. J'ai un souvenir assez vague de The Strange, j'avoue. Alors, sur The Strange, j'avoue que je n'ai pas. J'ai parcouru très vaguement le système. Le système a l'air relativement simple. Il y a des caractéristiques et des compétences, mais surtout, ce qui me semble intéressant, c'est que basiquement, un personnage est décrit par une phrase, et chaque élément de la phrase joue un rôle particulier. Et la phrase est bâtie sur le modèle suivant: le nom adjectif qui verbe. Le nom, en fait, c'est en quelque sorte la classe, sachant qu'il y en a entre guillemets 3. Il y a les vecteurs qui sont plutôt les hommes d'action, les paradoxes qui sont plutôt des mystiques, et les tisseurs qui sont plutôt des personnages basés sur sociaux ou basés sur l'intelligence, me semble-t-il. L'adjectif, c'est un adjectif qui donne une coloration au personnage. Alors il y a une liste, en fait, astucieux, chanceux, discret, etc. Et chaque adjectif, en plus de donner des billes pour le roleplay, ça donne des petits bonus où ça influe un peu sur la mécanique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est donc le verbe, c'est ce qu'ils appellent le focus. Donc, par exemple, je suis le vecteur audacieux qui possède des armes intégrées, par exemple. Et en fait, ça donne vraiment une caractérisation forte de ce que le personnage peut faire, de son pouvoir ou de sa spécialisation principale. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le personnage se déplace dans un autre monde, ce focus qui peut ne plus être valide, par exemple le fait d'avoir plein d'armes sur soi, si on est dans un monde qui n'a pas du tout de technologie, dans lequel la technologie ne marche pas, eh bien ce focus n'a plus de raison d'être. Il va être remplacé par un autre focus qui lui est adapté à la réalité dans laquelle on va. Donc, le reste ne bouge pas, mais le focus, lui, est appelé à s'adapter aux différentes réalités.
Je comprends mieux pourquoi je me rappelais pas, c'était beaucoup trop spécifique. Mais effectivement, c'est un excellent système de jeu, en tout cas qui sert vraiment le propos. Confort de lecture, Shadowrun Anarchy est correct. Trudvang est un gros pavé, pas évident. The Strange est plutôt bien fourni et assez bien indexé. Donc c'est plutôt cool. Outils de prise en main, il y a beaucoup de choses dans les trois. De ce côté-là, on est vraiment garni. Et côté illustration, je vous invite à aller regarder les illustrations de Trudvang parce que comme ça a été dit sur le chat, ce livre est juste magnifique. Si vous vous demandez comment s'écrit Trudvang, ça s'écrit comme ça se prononce. Trudvang. Bon. Du coup, est-ce que quel est le coup de cœur des spécialistes ateliers de jeux de rôle en création internationale? Vous pouvez passer votre tour si vous n'en avez pas. J'ai lu aucun des trois. Évidemment. J'ai aucun des trois. J'ai donc. Est-ce qu'il y en a un qui te parle? Ben, pas vraiment. J'avoue avoir pas mal de difficultés avec le Medfan de manière générale. C'est rare qu'un jeu en Medfan me botte quand j'y joue. Donc, Trudvang automatiquement sort un petit peu de ma liste. Shadowrun Anarchy, faudrait que je teste un jour parce que c'est Shadowrun et que c'est un classique et je n'y ai jamais joué. The Strange, au niveau de son postulat, est celui qui m'intéresserait le plus à tester. Okay. Voilà. Alors, pour moi, c'est difficile à dire parce que je me suis un peu penché sur The Strange et j'ai déjà fait des parties de Shadowrun, pas Anarchy, mais voilà. Et Trudvang Chronicle, je n'en connais vraiment que le principe de base. Donc, du coup, mon avis est biaisé par ça. Je pense que le jeu si on m'avait juste donné le principe de base de The Strange, au même titre que pour Trudvang Chronicle, ce serait le jeu qui aurait le plus attiré ma curiosité. Le pitch qui aurait le plus attiré ma curiosité. Moi, de mon côté, je suis pas un grand fan de Shadowrun. Tu préfères Shadowpeer? Je préfère largement Shadowpeer. Au moins, le système Anarchy a l'air jouable, ce qui est plutôt bien. Trudvang Chronicle, je l'ai découvert ce soir, donc comme The Strange d'ailleurs, mais The Strange me rend plus curieux que Trudvang en l'occurrence. Donc pour moi, ce serait plutôt The Strange. Et du coup, j'avoue que moi aussi, je miserais quand même sur The Strange, même si j'ai eu énormément d'affection pour Trudvang. Si on reste un peu dans ce principe de jeu, entre guillemets, facile d'accès, Trudvang, c'est quand même un gros pavé, pas évident à appréhender. Et The Strange, malgré son côté très, très autre, très what the fuck, me semble quand même plus adapté pour des maîtres de jeu en devenir. Et c'est vrai, est quand même très intriguant par son postulat de base. Donc encore une fois, je pense qu'il a mérité lui aussi à son prix. En parlant de gros pavés, transition. Effectivement. Donc on arrive sur la dernière catégorie, les rééditions. Donc cette année, on a 3 rééditions qui ont encore en Graal d'Or. Nous avons Wulin, nous avons RuneQuest et nous avons la légende des 5 anneaux. Et c'est RuneQuest qui va l'emporter pour cette année. Et donc celui qui va nous en parler, c'est celui qui nous montre la première édition. La 3e édition. Voilà. Donc voilà, je laisse la parole à Monsieur Thomas pour nous parler un petit peu plus de RuneQuest.
Alors, RuneQuest, vaste sujet, s'il en est. C'est un jeu qui initialement est sorti en 78, donc autant dire que c'est une antiquité. Donc un jeu de Greg Stafford qui nous a malheureusement quitté en 2018 et de Steve Perrin. Qui est sorti chez nous aux éditions Oriflamme d'abord dans une boîte, puis dans la version livre, donc qui est celle-ci. Donc là c'est la 3e édition, avec moult suppléments. C'est un jeu, et du coup qui est ressorti en France dans cette 7e édition, parce que oui c'est la 7e, hein. Il y a pas, cette année du coup, aux éditions Dead Crows, pour l'édition Role-Playing in Gloranta. Donc du coup, RuneQuest est un jeu qui prend place dans l'univers de Gloranta, qui est un univers... c'est pas vraiment du Medfan, c'est plus du Antiquité fantastique, avec pas mal d'importance sur tout ce qui est religion, avec une présence assez importante des dieux dans le quotidien des personnes, que ce soit les humains ou les héros que les personnages vont incarner. C'est un jeu qui est relativement important pour l'histoire du jeu de rôle parce que c'est le premier jeu à utiliser le dessin en tant que système de résolution. C'est le précurseur du système basique qu'on retrouvera plus tard dans l'Appel de Cthulhu. Et du coup, il nous est du coup venu dans cette 7e édition qui est absolument magnifique, je trouve. Et c'était très décousu. Ouais, et donc, ça ressemble à quoi une partie de RuneQuest? On joue quoi? On fait quoi? Une partie de RuneQuest, tu joues des gens qui sont... Une quête avec des runes. Ouais, qui sont des humains, tout ça. Bah, c'est du Medfan, hein, donc tu peux jouer... Tu peux jouer du Medfan classique. Il y a des scénarios Medfan classiques qui sont sortis pour cette édition-là. Mais tu peux aussi pas mal te servir du background parce que c'est un background qui a été pensé pour raconter des histoires dedans. C'est un background qui a été construit depuis 1965, donc c'est un truc qui date. Sur lequel Michael Moorcock a bossé d'ailleurs, hein. Il a bossé sur RuneQuest, hein, entre autres. Mais... Qui Et est du coup, ce Michael Moorcock? Michael Moorcock, c'est un... Ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est un auteur de fantasy assez connu, qui a D'accord, créé le personnage d'Elric, de Knowle, etc. d'accord. Et qui a eu droit à ses adaptations en jeu de rôle chez Chaosium, avec le système des sangs d'ailleurs. Mais du coup, voilà, tu vas jouer globalement un héros. Et après, il y a des campagnes qui sont prévues justement pour que tes personnages puissent influencer la manière dont le monde va se dérouler plus tard, si je dis pas de bêtises. Et du coup, pour présenter rapidement les autres, donc dans la légende des 5 anneaux, on va jouer à Rokugan, donc un univers féodal japonisant. Donc on va jouer des samouraïs qui sont membres de différents clans, donc il y aura beaucoup de bienséances de politique et de choses comme ça. Et sinon nous avons Wulin, donc Wulin qui va nous proposer de jouer dans un setup pas très loin, mais assez différent. On va jouer par contre dans tout ce qui va être médiéval chinois. Et puis voilà, hein. Donc on a quand même quelque part 3 jeux qui sont des adaptations d'Antiquité. Et on va dire donc la Chine, le Japon et pour une quest, j'ai envie de dire un petit peu la Grèce. Grèce, Babylonie aussi. Voilà. Babylonie, je sais pas si ça se dit. Chacune avec leur petite dose de fantastique et de magie bien à eux. Et voilà, tout simplement.
pour faire un petit tour rapidement des différents jeux, sur Wulin, il me semble qu'on est sur du D6, on est sur un système qui est relativement efficace. Sur RuneQuest, je crois qu'on n'a pas eu d'évolution, on est toujours sur du D100. C'est du descent, mais il y a eu des choses qui ont été importées de Pendragon, notamment les passions, Sur qui caractérisent du coup un peu plus ces personnages. Sur L5R, on est sur un tout nouveau système qui va utiliser des dés spécifiques que personnellement j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé le système bien foutu qui donnait de la part belle à la narration et au développement de l'histoire et des anecdotes en intégrant la mécanique de jet de dés. Niveau confort de lecture, je pense que c'est là où L5R a perdu parce que c'est imbuvable. Voilà, c'est un énorme pavé, c'est très très riche et ça part du principe que vous connaissez déjà L5R parce que sinon il y a très très peu de choses qui sont expliquées dans le jeu, c'est 400 pages de règles. Il faut rappeler que L5R c'est la V5 et que donc avant ça il y a eu pratiquement 40-50 tomes qui sont sortis de background sur les différents clans au cours des différentes versions. L'histoire en elle-même a été influencée par le jeu de cartes. C'est surtout que l'histoire évolue entre chaque édition. Exactement. Donc, C'est sûr que se lancer dans L5R maintenant n'est pas impossible, mais bouffer le bouquin de base de 400 pages, je crois en plus de mémoire qu'il est sans scénario. Il n'y a pas de scénario, mais même Il y a pas de scénario en il y a vraiment ce livre de L5R, dedans il n'y a que les règles. Tu as 12 pages pour t'expliquer l'univers. Si jamais tu es un nouveau joueur et tu achètes ce livre, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans le jeu. Et je trouve ça profondément dommage. Parce qu'en dehors de ça, le jeu est magnifique. Les règles, elles sont vraiment... Enfin, moi, je les ai beaucoup appréciées. Même si je pense que certains puristes de L5R vont grincer des dents. Enfin, il avait beaucoup de choses pour lui, mais ça, en tout cas, il n'avait pas. Et c'est quand même un énorme manque à gagner de pas présenter ton jeu dans ton jeu. Tu sais qu'il y a une personne sur 8 qui se bat contre les méchants. C'était quoi l'intitulé exact que tu avais sorti ? Je sais plus. Je vous invite à regarder la vidéo le questionnaire sur la spéciale 100e édition de Lancer Critique où il y a une question. C'est la merde et il y a une personne sur 8 qui en a quelque chose à foutre. C'est quelque chose comme ça. Dans un monde. C'était génial. Ouais, c'était chouette. On la refera pour la 1000e. Ouais. 200e la 1000e du coup. 200e peut-être 200e vidéo, je pense que je suis plus si loin parce que j'en sors beaucoup trop maintenant. Mais voilà. Du coup, voilà. Je pense que les trois jeux méritent d'avoir largement leur point en illustration. Wulin m'a bluffé, il est magnifique, j'adore la patte graphique. L5R, si vous voyez la couverture, déjà ça dit un peu le niveau de qualité qu'on a point. Et finalement, c'est peut-être RuneQuest que je trouve le moins joli des trois, sans pour autant être vilain, hein, loin de là. Si on devait du coup mettre notre propre touch, je dirais que la réédition qui quand même a le plus de mérite, c'est L5R, mine de rien, parce qu'elle apporte vraiment un nouveau système, vraiment nouveau, même en dehors du système de base d'L5R. Elle a créé son système dédié avec son propre système de dés, etc. Et pour moi, ça a un certain mérite. Après, j'ai vraiment énormément apprécié Wulin. Je l'ai trouvé assez incroyable dans son lore. Et en tant que réédition pure, je suis pas sûr que RuneQuest vaut... que le fait que cette édition de RuneQuest, 7ème édition, apporte autant que les autres par rapport à la 6ème. Enfin, par rapport à l'édition précédente. Votre avis peut varier étant donné que RuneQuest, j'en ai une connaissance vague et je me rends pas compte peut-être vraiment de la progression de la 6 à la 7.
En fait, c'est plus important par rapport aux éditions américaines, parce que la licence RuneQuest est passée de main en main. Et notamment, c'est vraiment cette 7e édition, c'est réunir l'univers de Gloranta et RuneQuest. C'est pour ça que cette édition s'appelle RuneQuest Role Playing in Gloranta, parce que c'est quelque chose qui n'était plus le cas aux États-Unis depuis les années 80, si je dis pas de bêtises. Et du coup, comparé à l'édition précédente française, L'édition précédente française, je crois que la 6e est disponible en français en print on demand. Mais la 6e était plus originale au niveau des règles, mais du coup, il n'y avait pas le background qui fait tout, pour moi, qui fait tout le sel de ce jeu. et du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a un avis sur l'un de ces 3 jeux? J'aurais tendance à vous dire pour L5R, plutôt que d'acheter le livre de base qui est à quasiment 50 €, prenez le coffret d'initiation qui pour 40 € vous fournit règles, univers, scénario, les dés. Parce que je rappelle que en plus des 50 €, faut acheter les dés à 15 balles. Et vous chopez ensuite les scénarios gratuits sur comment il s'appelle, sur le site de Edge. Ça vous permettra d'avoir, à mon avis, une meilleure vision de l'univers et du jeu que d'acheter 300 pages de règles. C'est mon avis. Je me Bah, en gourre fait, c'est peut-être, juste mais que bon. par contre, j'ai pas du tout apprécié leur kit d'initiation où ils te disent alors voilà, ça c'est 3 livres, il faut les lire dans cet ordre-là et c'est important de les lire dans cet ordre-là. Donc d'abord ça c'est le livre 1, c'est merci d'avoir acheté, et ça c'est le livre 2, c'est un scénario et t'as pas les règles, tu te démerdes avec ça, t'inquiète pas, on va t'expliquer au fur et à mesure. Et je déteste ça, je déteste le fait de faire jouer un scénario en n'ayant aucune idée des règles. Et là, en plus c'est vraiment pas expliqué de... Bon bah là tu vas lancer ces dés là parce que ça et ça. Ils font ah non, alors là tu lances 4 dés de cette forme. Et il faut qu'il y ait ça comme résultat. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Ça me rend fou, ça me rend complètement fou. Ce kit d'initiation, il a été écrit par un fou furieux. Je comprends pas. C'est mon Dieu, quoi. Encore, voilà, à la rigueur que tu me dises, bah là, il va. Un peu comme sur Star Marks. Star Marks part sur le même principe. T'as un scénario et il faut dire, bah, dans ce genre de situation, il va falloir faire ce type de test-là, parce que ça, et on va chercher à avoir ce type de résultat. Si jamais vos joueurs ont des idées, ben vous pouvez moduler vos dés comme ça, etc. Non, là, c'est... Non, faut qu'il fasse ça, et c'est comme ça, quoi. Si ton joueur, il a une autre idée, ben c'est fini. Tu sors du scénario, et de toute façon, t'as aucune idée des mécaniques, donc tu sais pas quoi lui faire faire. C'est complètement... c'est fait par un fou. Des fous. N'hésitez pas à m'envoyer la boîte gratuitement, hein, si vous suivez chez... chez Edge, hein, si vous voyez cette vidéo. Je vous ferai un retour promis aux petits oignons. Un unboxing. Je vous ferai un unboxing, Hein c'est cadeau. Après les unboxings de... Comment ça s'appelle, de Warcry. Donc, non, enfin, voilà. Alors, cela dit, cette remarque pleine de sel était tirée du version anglais du kit d'initiation, ce qui a peut-être été quand même retouché sur la VF, mais j'émets un doute raisonnable. Alors, pour ma part, je ne connais aucune des 3 nouvelles éditions. Je ne connaissais déjà pas les éditions précédentes, à l'exception peut-être de la Légende des 5 Anneaux, dont j'ai dû faire dans ma vie 2-3 parties vite fait. Voilà. Ensuite, étant très lacunaire en culture japonisante ou chinoise, même si dans ce dernier cas, j'essaie de me rattraper en partie depuis peu. J'ai plus d'affinité clairement avec l'univers avec RuneQuest, avec l'univers de Gloranta. Et c'est un jeu qui par ailleurs est pour moi une grosse frustration, parce que c'est un jeu dont j'entends parler depuis beaucoup, beaucoup de temps,
Et je n'ai jusqu'ici pas eu l'occasion de faire véritablement une partie. Et c'est un jeu que j'ai vraiment envie d'essayer. Et j'espère que cette nouvelle édition va me donner l'occasion de le faire. Alors cela étant, mon opinion était faite, hein, et définitive. Ce serait RuneQuest et puis c'est tout. Jusqu'à ce que dans ta présentation du jeu, tu mentionnes le fait que c'est le jeu qui a introduit le système des 100 et grâce auquel nous avons eu ensuite droit au système Basique. basique que j'aborde et qui est le fromage du jeu de rôle à éliminer à tout prix. Je précise que je déteste le fromage, hein, aux auditeurs. Le fromage, c'est bon, mangez-en. Je déteste encore plus le fromage que le système basique, mais je déteste quand même le système basique. Et si c'est à RuneQuest que l'on doit son apparition sur Terre, il s'agit là d'une faute impardonnable. Donc désormais, vous ne direz plus tu prends Cthulhu et tu l'adaptes, vous direz tu prends RuneQuest et tu adaptes. Eh ben, du coup, sur ces entrefaits, qu'avez-vous pensé de cette édition des Je me Graldor? permets quand même de rajouter un mot Ouais. par rapport à RuneQuest. Si jamais vous voulez l'essayer, il y a un kit d'initiation qui est gratuit, si je dis pas de bêtises, sur le site de Dead Crows, en français, que j'ai feuilleté, qui m'a l'air plutôt bien foutu. Qu'avez-vous pensé de cette édition des Graldor 2020? Est-ce que vous êtes déçu que certains jeux n'y soient pas? Est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes content des résultats? Bref, les Graldor 2020, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, la question est dure, hein. Oui. J'ai quand même un regret de ne pas voir un Knight 2.8. Ça, c'était l'an dernier. Ouais. Ça Non, y est, ça y est. non, mais refaire une édition du même jeu, ça serait bien. C'est bon, on a tiré sur JQD, on a tiré sur Knight, c'est bon. J'ai pas tiré sur GQD, j'ai juste dit que j'aimais pas le jeu. Ouais, mais c'est bon. JQD, c'est bien. Pour des mauvaises raisons en plus. C'est par pure mesquinerie. Alors, me concernant, je ne me suis intéressé qu'à une catégorie sur les 3 et dans cette catégorie, alors même si j'ai effectivement une certaine affection pour les apprentis sorciers, je n'ai pas vu de jeu qui soit véritablement un coup de cœur. Et quand j'ai regardé un peu les jeux qui composaient les autres catégories, pour les quelques éléments que j'ai entendus sur ces jeux, il y en a aucun qui m'a fait dire, voilà, ça c'est le jeu que je voulais, le jeu que j'attendais depuis toutes ces années et le jeu auquel moi, c'est bon, voilà, mon jeu fétiche dorénavant, c'est celui-là. J'avoue qu'il y a un petit peu ce ressenti de... Enfin, c'est... Alors moi, je pense que ma plus grosse déception, c'est que il n'y ait pas eu le cabinet des murmures. Je sais pas s'il avait dépassé la deadline ou pas. Il n'était pas encore sorti techniquement. Mais je crois que ça avait été donc que le responsable du Graal lui avait proposé et qui pour moi est vraiment un jeu qui vaut le détour. Donc on va dire petite déception de ce côté-là. Peut-être qu'on le verra pour l'année prochaine. Mais hein. peut-être pour l'an prochain. Personnellement, il y a beaucoup trop de jeux auxquels je n'ai pas joué. Pratiquement toute la catégorie réédition, à part la Légion de 5 Anneaux, j'avais joué à rien. L'international, j'ai joué à rien du tout. J'avais joué qu'à 2 des jeux de la catégorie création française. Donc ça va être très difficile pour moi de dire que j'ai été déçu parce qu'au final, je connaissais trop peu des jeux.
Mais par contre, c'était une année que j'ai trouvée quand même assez intéressante au niveau des jeux qui étaient proposés, même si je les connaissais pas tous en tant que jeux joués, je connaissais pour la plupart en termes de réputation. Un bon cru, selon moi, mais j'espère connaître un petit peu plus ceux de l'année prochaine pour pouvoir en parler un peu mieux. Bien ma foi, sur ces belles paroles, si personne n'a rien à ajouter, on va s'arrêter là pour ce soir. Bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et ne loupez pas l'émission dans 2 semaines, ça va être notre show de gala et ça va être le retour du top des tops. Et donc je vous dis à dans 2 semaines.